Cependant, je vais évidemment moi pas balayer toutes les questions. Quelque part, le plus intéressant à discuter, c'est toujours ce qui est le plus concret, et ce serait d'avoir une discussion plus sur quel type de mobilisation, quel type de lutte on peut mener. Sauf que ce genre de choix, ils doivent aussi être corrélés à un moment donné à l'analyse qu'on fait. Ils ne doivent pas être tirés du chapeau ou liés juste à une intuition comme ça. Et c'est pour ça, je m'en excuse par avance, mais mon introduction, elle sera plutôt théorique. C'est un choix. Donc plutôt théorique pour essayer d'interroger un petit peu le concept de fascisme et donner des éléments de définition, sachant que maintenant ça va faire près d'un siècle que le mouvement, le milieu militant dans son ensemble est totalement divisé sur l'analyse et la définition du fascisme. Donc je n'ai pas la prétention de finir mon topo et avec tout le monde qui partage la même vision de ce qu'est le fascisme. Le but, c'est plutôt d'essayer d'apporter des éléments un petit peu de base pour le débat, pour qu'on ait aussi des points communs d'où partir pour débattre. C'est une analyse qui ne se veut absolument pas objective, hein, je le préviens d'avance, c'est une réunion politique et donc c'est quelque chose de tout à fait subjectif. Et dernier préambule avant de commencer vraiment, pour essayer de faire un peu court parce qu'il y aurait matière à parler pendant des nuits sur le sujet, je vais être obligé d'être un peu lapidaire par moment. Il est possible que je ne cite pas forcément toutes les sources, les chiffres, les exemples précis. S'il y a quelque chose qui fait vraiment défaut, il ne faudra pas hésiter après, que ce soit pendant le débat ou surtout plus informellement à la suite, à poser les questions qu'il faut. Alors, avant d'analyser quelque chose, c'est toujours bien de cerner un peu le sujet. Et c'est d'ailleurs une des questions qui font vraiment débat quand on parle du fascisme. Pour qu'un concept soit utile, à mon sens, c'est qu'il faut qu'il soit d'une part délimité et d'une autre part qu'il ait quand même une certaine récurrence. C'est-à-dire, pour être clair, parler de fascisme, si on considère que tout est fascisme ou que rien n'est le fascisme et qu'il ne s'agit que de cas isolés, indépendants les uns des autres, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, ça n'aide pas beaucoup dans la compréhension des choses. Je dis ça parce que c'est des tendances qui existent réellement. Alors, tout est fasciste, il y a souvent une version assez spontanée, innée, pas très politisée, de traiter de fascistes toutes les personnes qu'on trouve réactionnaires. Hein, dans les manifestations, on voit souvent Sarko-facho, Valls fasciste, CRS-SS et compagnie. Mais c'est aussi une tendance à l'amalgame qui peut exister sous des formes beaucoup plus politisées et argumentées des fois. Un mouvement historique, c'était les staliniens dans ce qu'on appelle la troisième période entre 1928 et 1935, qui d'un coup se sont mis à caractériser quasiment tous les régimes comme fascistes. On en reparlera un petit peu tout à l'heure. Par contre, un autre courant plus important à l'heure actuelle et qui a pris son essor après la Seconde Guerre mondiale, c'est plutôt une définition assez idéaliste du fascisme. Par idéalisme, j'entends un côté un peu sentimentaliste et pas forcément très politique, qui se base un petit peu sur une dénonciation de l'abjection, du côté autoritaire, dictatorial, sans rentrer dans les bases sociales du fascisme et dans ses ressorts socio-économiques. Dans ce courant-là, on peut quand même mettre un petit peu à part un courant de pensée, parce qu'il est quand même moins caricatural que ce que je viens de dire et un peu plus argumenté, donc il mérite qu'on s'y attarde. C'est l'école du totalitarisme autour de personnalités, notamment Hannah Arendt, qui avait quand même une notion un petit peu plus développée, mais restait quand même très à la surface des choses. Hein. Pour reprendre les propos de Tom Thomas, qui est un militant communiste hors parti, qui disait « Elle ne parle que de causes très superficielles, la démagogie, la volonté de puissance, la barbarie et tout ce qu'on voudra qui découlerait inévitablement de la nature humaine, dès lors que, sous l'effet d'une crise morale et politique, elle ne serait plus civilisée par la raison démocratique et ses droits de l'homme. » Et ça, effectivement, cette dénonciation qu'il fait, c'est exactement l'opposé de ce qu'on essaye d'avoir dans une démarche marxiste, de se baser sur une essentialisation de la nature humaine et de ses biais comme si c'était vraiment hors sol. Derrière la vision un petit peu apolitique, il peut y avoir aussi des fois une forme plus malveillante et volontaire d'amalgame qui visait, après la Seconde Guerre mondiale, à essayer d'amalgamer, mettre dans le même sac à la fois le fascisme et le stalinisme. Le but derrière étant, quand on met le stalinisme dans le même sac que le fascisme, c'est de mettre avec tout ce qui se réclame du communisme et de la révolution et du mouvement ouvrier en général. Donc ce n'est pas toujours par simple naïveté que les amalgames sont faits. Généralement, quand on parle des régimes fascistes arrivés au pouvoir, on parle spécifiquement des régimes qui ont émergé dans l'entre-deux-guerres mondiales, particulièrement en Europe, en particulier le fascisme italien autour de Mussolini, l'austrofascisme de Dollfuss en Autriche, le nazisme en Allemagne, le franquisme en Espagne, et parfois, souvent quand même si c'est plus discutable et plus discuté, le régime de Salazar au Portugal. Voilà, c'était pour cerner un peu rapidement le sujet.
On va pouvoir rentrer maintenant un peu plus dans de l'analyse du fascisme et dans des éléments de définition. Je vais commencer à rebours parce qui, à mon sens, ne doit pas servir à essayer de définir le fascisme et à le reconnaître. Tout d'abord, ce qui est important à bien comprendre, c'est que contrairement à ce qu'on peut lire, y compris dans des ouvrages de référence, le fascisme n'est pas une idéologie. Le fascisme, c'est à la fois un mode d'organisation de la société, un régime politique, et c'est surtout et avant tout une dynamique, donc quelque chose en mouvement et en évolution. Par ailleurs, c'est exactement la même chose pour le communisme, même si ce n'est pas le sujet ce soir. Dire que ce n'est pas une idéologie, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de ressort idéologique qui joue dans l'émergence du fascisme. Il y a quelques éléments très récurrents comme le nationalisme, comme le jeu sur les peurs, et également jouer sur les fiertés qui peuvent exister au sein de la population. Il y a d'autres éléments idéologiques, mais qui sont moins systématiques, qu'on ne retrouve pas forcément dans tous les régimes, sur le racisme, les religions, etc. C'est un petit peu moins général. Ce qui est important de dire, c'est que l'idéologie, malgré tout, ce n'est pas la colonne vertébrale d'un mouvement fasciste, et surtout, elle a une importance inégale suivant les stades de développement du fascisme, puisque je disais que c'était une dynamique, que c'était un mouvement. Il y a des moments où c'est plus ou moins important. Pour reprendre un petit peu l'analyse de l'historien Robert Paxton, il dénombrait 5 stades de développement du fascisme. Je ne vais pas les reprendre, ce n'est pas forcément intéressant, mais il en notait 2 où l'idéologie a une importance plus grande que dans les autres. C'est par exemple, et c'est assez logique quand on y pense, le moment où le mouvement émerge. Évidemment, les fondateurs du fascisme en général sont plutôt des puristes idéologues, beaucoup moins évidemment au moment où le fascisme essaie de s'enraciner dans les masses et où il va plus sombrer dans une forme d'opportunisme et être capable de prôner bleu un jour et vert le lendemain, voire bleu et vert en même temps dans 2 endroits différents. Sur cette approche programmatique, elle peut aussi avoir un pendant, encore une fois, qui est malveillant, qui est volontaire. C'est tous les courants qui essayent de tracer une sorte de continuum entre le mouvement ouvrier et le fascisme, en s'appuyant sur un soi-disant caractère très social et un programme social du fascisme. Ce qui est assez paradoxal, c'est que ces gens-là adorent prendre, pour exemple, Mussolini, qui vient du mouvement socialiste italien avant de créer le fascisme. Sauf que là où c'est vraiment un paradoxe, c'est qu'en fin de compte, le fascisme italien est le meilleur exemple de l'inconsistance complète d'un point de vue programmatique du fascisme. Mussolini, au début du mouvement fasciste, reprenait effectivement un certain nombre de mesures qui étaient réellement progressistes. Pour le coup, c'est pas seulement en apparence, notamment des grandes revendications ouvrières comme la journée de 8 heures, etc. C'est pas par idéologie, c'est le moment où effectivement, pour réussir à s'enraciner un petit peu, il avait besoin d'attirer à lui une partie du prolétariat et de la classe ouvrière. Quand il s'agit plutôt de draguer le patronat national, parce que c'est quand même ça qui est le vrai but pour pouvoir arriver au pouvoir un jour, le programme un petit peu social, il a été jeté aux orties, on n'en a plus entendu parler, et évidemment, quand il est arrivé au pouvoir, c'est plutôt la version complètement antisociale et anti-ouvrière qui a prédominé, avec des exceptions par moment, mais sur l'inconstance également, ce qui à mon avis ne peut pas non plus être un critère de définition du fascisme, c'est sur la méthodologie et les méthodes utilisées par le fascisme. On a très souvent tendance à caractériser le fascisme par sa violence. C'est effectivement 2 choses qui sont inséparables, fascisme et violence. Ça ne veut pas dire que ce soit un critère qui soit forcément efficient pour définir le fascisme. D'une part parce qu'avant l'arrivée au pouvoir, une fois arrivé au pouvoir c'est différent, mais avant d'arriver au pouvoir, les mouvements fascistes vont varier dans leur forme d'activité en fonction des opportunités. Ils peuvent très bien, à un moment donné, avoir une violence très brutale et très assumée, et puis à d'autres moments, essayer de se parer un petit peu d'un vernis démocratique et d'une certaine respectabilité légaliste bourgeoise quand ça l'arrange. Surtout, la raison principale, plus encore que ça, qui fait que le critère de la violence n'est pas forcément efficient pour déterminer ce qui est fasciste, c'est que les fascistes sont forcément violents à un moment ou à un autre, mais par contre, tout ce qui est violent n'est pas fasciste. C'est loin d'être leur précaré. Et là-dessus, c'est une analyse qui est ancienne. Il y avait un article assez intéressant de Karl Radek qu'il avait écrit, c'est un communiste d'origine polonaise, qu'il avait écrit en 1923 pour Die Rote Fahne, un journal allemand, un journal communiste allemand, et où il expliquait, alors c'est le langage un peu fleuri de l'époque, mais il disait, si je me rappelle bien, le communisme n'est plus le fruit du seul sol italien, et il développait ensuite sur l'ensemble des mouvements fascistes qui émergeaient en Europe, et
Par contre, il alertait en prenant l'exemple de la dictature, qui était une dictature très dure, hein, de Horthy en Hongrie, et il disait la dictature de Horthy réprime 10 fois plus les ouvriers et les communistes que le régime de Mussolini. Pour autant, tout ce qui est anti-révolutionnaire n'est pas fasciste. C'est quelque chose qui, à mon avis, est assez important à garder en tête. C'est que la violence, elle peut être celle d'un certain nombre de régimes, notamment en effet des dictatures militaires qui ne sont pas spécialement fascistes. Bon, maintenant que j'ai parlé de ce qui ne servait pas à définir le fascisme, je ne vais quand même pas être trop chien, je vais parler rapidement de ce qui peut servir à le définir. Définir le fascisme, on aime mieux dans notre courant avoir ce que Paxton appelait une approche fonctionnelle du fascisme, c'est-à-dire de regarder concrètement quel est le rôle du fascisme, à quoi il sert, à qui il sert et quelle est sa base sociale, sachant que ce n'est pas forcément la même chose sur les deux dernières questions. Je ne sais pas, avant de parler de la base sociale, s'il y a besoin d'un petit rappel sur la notion de classe sociale. Sur marxiste, quand on parle de classe sociale, il s'agit de groupes de personnes qui, par leur position dans le rapport de production capitaliste, dans le rapport économique, ont une communauté d'intérêts, une communauté au moins objective, elle n'est pas forcément subjective et comprise comme telle, mais une communauté d'intérêts. Il y a particulièrement 3 classes sociales, 2 classes sociales dites majeures, c'est-à-dire la bourgeoisie, c'est ceux qui vivent en fin de compte du travail d'autrui, de l'exploitation du travail d'autrui, hein, les patrons, les rentiers. L'autre classe sociale majeure, c'est le prolétariat, qu'on peut appeler en français des fois classe ouvrière, mais c'est un peu un abus de langage, hein, à mon avis. C'est une erreur de traduction, en fait, à la base. Mais le prolétariat, c'est les gens qui, eux, justement, pour vivre, n'ont que la seule possibilité de vendre leur force de travail. Donc, ce sont les travailleurs au sens large, qu'ils soient en activité ou non, ça ne compte pas, mais ils n'ont pas d'autres possibilités pour gagner leur vie. Et il existe une 3e classe sociale, qui est dite mineure, mais qui, pour le thème de ce soir, est assez importante, c'est la petite bourgeoisie. Il ne faut pas se laisser abuser par le nom qu'on a donné à cette classe sociale. La petite bourgeoisie, ce n'est pas une composante de la bourgeoisie, hein. C'est vraiment une classe sociale à part, qui a des intérêts à part, parce que la petite bourgeoisie, contrairement au prolétariat, n'est pas obligée de vendre sa force de travail à un patron, mais malgré tout, elle ne vit pas principalement, elle peut le faire partiellement, mais elle ne vit pas principalement de l'exploitation du travail d'autrui. Pour être plus imagé, c'est généralement tout ce qu'on considère les professions libérales, les entrepreneurs, les commerçants, artisans, etc. Et donc, c'est important pour ce soir parce que l'analyse historique du fascisme, c'est de le considérer comme un mouvement de la petite bourgeoisie, de l'expression de la petite bourgeoisie. C'est pas quelque chose que j'invente aujourd'hui, hein, c'est dès 1922, cette analyse est apparue dans le mouvement communiste. C'est même très impressionnant parce que 1922, pour redonner un rappel historique, en termes de repères historiques, 1922, c'est la marche sur Rome par Mussolini, la prise de pouvoir. Et une semaine après la marche sur Rome, était prévu de longue date, évidemment aucun lien, le congrès mondial de l'internationale communiste, qui avait une grande partie de ses travaux qui étaient justement consacrés à l'analyse du fascisme, qui n'était pourtant donc pas encore au pouvoir dans aucun pays, et avec un très long rapport très détaillé, notamment de Karl Radek, encore lui, qui définissait notamment le fascisme comme tel, comme un mouvement de la petite bourgeoisie. Ça a été évidemment depuis approfondi par plein de penseurs et plein de militants, notamment Antonio Gramsci, le communiste italien, qui a beaucoup travaillé là-dessus à partir de 1924. Mais ce qui nous intéressera plus pour ce soir, c'est plutôt les travaux de Daniel Guérin, qui est un militant trotskiste puis communiste libertaire, qui a élargi un petit peu ce concept de base sociale petite bourgeoise, en notant l'émergence d'un phénomène qui était nouveau à l'époque, hein, on est dans l'entre-deux-guerres mondiales, maintenant c'est bien connu, mais qui était l'émergence d'une partie du prolétariat, des gens qui venaient vraiment du prolétariat, qui se retrouvaient quelque part, pas forcément objectivement, mais au moins dans leur ressenti, aspirés par les intérêts de la bourgeoisie, notamment alors dans le privé, les cadres, ce qu'on appelle les petits chefs, les cheffaillons, dans l'appareil d'État, les gens qui se retrouvaient à prendre un peu des responsabilités dans l'appareil de l'État qui était bourgeois, hein, alors encore plus marqués dans les fonctions régaliennes de l'État, notamment dans la police par exemple. Ces gens-là se sont retrouvés, du coup, c'était pas des bourgeois, ils étaient vraiment issus du prolétariat, pour autant leurs intérêts n'étaient plus ceux des prolétaires, et donc se sont retrouvés en fin de compte un peu dans le même sac que la petite bourgeoisie, pris entre les deux classes majeures. Et c'est pour ça que dans les analyses, notamment sur le fascisme, mais aussi sur d'autres questions, on a tendance à les considérer comme membres du cœur social petite bourgeois du fascisme. Une dernière chose que j'ai quand même dit que
savoir quelle était la base sociale d'un mouvement et savoir les intérêts de qui il servait, c'est pas la même chose, c'est pas uniquement vrai pour le fascisme. Si on prend un exemple actuel, une organisation comme la CFDT qui n'a strictement rien de fasciste, c'est une organisation de travailleurs au service des intérêts du patronat. C'est quelque chose qu'on peut retrouver facilement, de ne pas avoir la même base sociale et de servir les mêmes intérêts. Et le fascisme, il y a une expression qui n'est pas très belle, pas très heureuse, mais qui est assez parlante, c'est le parti des cocus. Parce que le fascisme existe par la petite bourgeoisie, il émerge par la petite bourgeoisie, celle qu'il porte. En fin de compte, à part une infime minorité, grâce justement à l'appareil d'État, toute la très grande majorité de la petite bourgeoisie va être perdante avec le fascisme. Parce que le fascisme, c'est avant tout un énorme phénomène de concentration du pouvoir économique qui, de facto, va favoriser non seulement la bourgeoisie, mais même la très grande bourgeoisie en particulier. Et en fait, la partie même de la bourgeoisie qui était la plus réticente pourtant vis-à-vis du fascisme, c'est-à-dire le patronat financier. Ceci étant dit, ce cœur social, il est important et je reviens, je l'avais dit tout à l'heure, un petit peu sur le différent avec le mouvement stalinien tel qu'il s'est créé sur cette question-là en 1928 avec la troisième période. Ils ont, alors c'est des gens, ils étaient donc dans la troisième internationale, celle de Radek qui avait conceptualisé le mouvement petit bourgeois, et d'un coup d'un seul, ils se sont mis à abandonner totalement cette thèse et à définir le fascisme comme une création totalement artificielle de la bourgeoisie pour contrer, alors ils disaient pour contrer la révolution communiste, en fait ce qu'ils entendaient par là c'est eux-mêmes, parce que tout le reste du mouvement social ne considérait absolument pas comme révolutionnaire et communiste. Et donc ils disaient, la bourgeoisie, pour contrer notre essor qui est sur le point de triompher, a inventé deux outils qui sont la social-démocratie et le fascisme. Ce n'est vrai dans aucun des deux cas. La social-démocratie, ils en venaient eux-mêmes d'ailleurs, pour dire à quel point c'est une entourloupe intellectuelle. Et c'est comme ça qu'ils en sont d'ailleurs venus à conceptualiser la notion de social-fascisme pour caractériser la social-démocratie qu'ils mettaient dans le même sac que le fascisme. Si je parle de ça aujourd'hui, c'est pas par plaisir de remuer des rancœurs qui ont plus de 80 ans et on pourrait dire qu'on s'en fout un petit peu. C'est parce que ça a laissé des traces encore aujourd'hui dans le mouvement social. Et cette notion d'un fascisme qui serait juste un outil comme un autre, un jouet comme un autre de la bourgeoisie, c'est utilisé par beaucoup de gens dans le mouvement ouvrier encore actuel pour dire qu'il n'y a aucun intérêt à avoir une activité antifasciste spécifique et qu'en fin de compte, il suffit de lutter contre la bourgeoisie en général. Le désaccord, j'espère être clair là-dessus, ne porte absolument pas sur le fait que la bourgeoisie utilise à un moment donné le fascisme contre le prolétariat. C'est pas ça le problème. Mais c'est que nous, on considère dans notre courant politique que le fascisme se développe de manière autonome de la bourgeoisie. Et pourquoi il se développe de manière autonome de la bourgeoisie? C'est parce que le régime préféré en théorie de la bourgeoisie, c'est la démocratie bourgeoise. C'est pas par idéal démocratique ou par gentillesse quelconque, c'est parce que c'est le régime qui présente le plus d'intérêt pour la bourgeoisie. Je ne vais pas les lister tous, mais notamment, il y en a deux qui sont quand même assez évidents, qui servent en fait tout simplement à essayer de désamorcer un petit peu les conflictualités et puis les explosions possibles au sein de la société. C'est l'apparence d'inclusivité de la démocratie bourgeoise dans la gestion de la société, qui donne l'apparence à un peu tout le monde de pouvoir y participer. Et c'est également, pour désamorcer les contradictions les plus explosives, la possibilité, par moment, parce que le jeu du capitalisme fait que ce n'est pas toujours possible, d'accorder des réformes sociales et d'accorder des réformes démocratiques qui permettent un petit peu de calmer les choses de temps en temps. Donc la bourgeoisie ne recourt au fascisme qu'à contre-cœur. La meilleure illustration, même si c'est un prisme qui serait insuffisant si on n'utilisait que celui-là, c'est celui du financement du patronat. C'est en plus une thématique qui est très à la mode, puisqu'on a eu récemment le prix Goncourt qui a été accordé à Éric Vuillard pour l'Ordre du jour, son livre qui traite de la question du financement du fascisme par le patronat. Ce qu'il dit dedans et ce que disent beaucoup d'autres personnes est absolument vrai. Il y a financement de différents mouvements fascistes par des portions souvent du patronat industriel, plus que le patronat financier à la base. C'était le cas alors en Autriche, c'était de grands travaux avec les Einwehren, je n'ai pas l'accent, je suis désolé, mais c'était les milices fascistes qui ont été ensuite absorbées par le Fonds des Patriotes de Dollfuss. Ça a été le cas le plus célèbre sûrement, c'est en Italie avec les frères Pirelli, qui ont très très nettement, eux, ils ont financé vraiment à très grande échelle le fascisme mussolinien, ou également en Allemagne avec le groupe très très puissant Thyssen, qui a été un grand financeur aussi du NSDAP. Mais malgré tout, ce financement, il est minoritaire et surtout, il n'est pas homogène. Je m'appuie encore là, sur les travaux de Paxton, parce que là, ce n'est pas des travaux de militants, c'est vraiment un travail d'historien qu'il a fait sur le financement patronal du nazisme, à partir d'archives, de livres de comptes, de comptes rendus de réunions, etc. Quelques remarques rapides. D'une part, les patrons, ce n'est pas des abrutis finis, ils ont tendance à éviter de mettre tous les œufs dans le même panier. Donc, en fin de compte, à un même moment, ils finançaient les différentes organisations et les différentes personnalités politiques, parce que ce n'étaient pas forcément des organisations,
qui leur paraissait être le meilleur rempart contre le péril rouge. Ensuite, il y avait une forme un petit peu de financement par défaut. Il commençait logiquement par les partis les plus traditionnels de la bourgeoisie. En Allemagne, à l'époque, Stephen Poppen qui a eu le plus grand financement de la part du patronat. Et puis quand ils doutaient de la capacité de ces sensibilités politiques à défendre leurs intérêts à moyen terme, eh ben, ils reportaient partiellement et de plus en plus leur financement vers d'autres types d'organisations un peu moins traditionnelles. Et c'est par élimination qu'ils se sont mis à financer de plus en plus le fascisme. On peut se demander, puisque je disais tout à l'heure que la démocratie bourgeoise est en théorie le meilleur régime pour la bourgeoisie, pourquoi ils en viennent à aller abandonner ce régime et financer d'autres formes d'exercice du pouvoir. C'est parce qu'il y a quand même un gros inconvénient dans la démocratie bourgeoise, c'est que c'est un système qui repose sur un équilibre très instable des rapports sociaux et des rapports politiques. Qui dit instabilité dit évidemment possibilité de déséquilibre, de déstabilisation et donc de perte du pouvoir à un moment donné. Le fascisme est donc là pour créer un stade suprême, on va dire, même si on pourrait sûrement en inventer d'autres un jour, la barbarie est sans limite, mais à l'heure actuelle, en tout cas suprême, de centralisation du pouvoir politique, en plus du pouvoir économique, comme on l'a dit tout à l'heure. Cette centralisation extrême, elle passe obligatoirement par la destruction de la plupart des grandes conquêtes ouvrières, et particulièrement à tout prix d'un type de conquête ouvrière, c'est la formule un peu empoulée, ce que Léon Trotsky appelait les germes de démocratie prolétarienne dans la démocratie bourgeoise. C'est en fait qu'au sein d'un régime bourgeois, les travailleurs arrivaient quand même à trouver la possibilité de créer des outils par eux-mêmes et pour eux-mêmes. C'était beaucoup à l'époque les conseils d'usine, les syndicats ouvriers, déjà à l'époque aussi, les mutuelles ouvrières qui ont quasiment disparu, les bourses du travail, etc. Ça, ce sont des choses qu'il fallait à tout prix écraser si on voulait réussir à vaincre durablement le prolétariat. Parce que évidemment, la bourgeoisie, elle a d'autres outils possibles pour vaincre le prolétariat que le fascisme. Elle a d'autres corps possibles, notamment la dictature militaire ou l'État policier. Mais le fascisme, c'est vraiment quand elle ressent, parce qu'évidemment, c'est une appréciation subjective, hein, les bourgeois ne sont pas devins, ils ne peuvent pas savoir si réellement c'est le cas, mais ils ressentent une peur de ne pas que ces outils soient insuffisants pour écraser le prolétariat. L'écraser dans le sens de l'atomiser et aussi le décourager de reconstituer sa capacité de militantisme dans les années à venir. Pourquoi ça est apparu précisément dans cette période de l'entre-deux-guerres? C'est parce que ça correspond à un stade de développement du capitalisme qu'on appelle en général le stade mature du capitalisme. Aujourd'hui, on devrait plutôt maintenant parler du stade bled, voire archi-bled du capitalisme, puisque ça fait 80 ans qu'on parle du pourrissement du capitalisme. Mais à l'époque, c'était vraiment le stade mature. Et une des caractéristiques de ce stade de développement du capitalisme, c'est d'avoir un prolétariat qui lui aussi est extrêmement développé, qui est beaucoup plus nombreux que par le passé, mais aussi beaucoup plus organisé et beaucoup plus conscientisé. Les mouvements communistes à l'époque en Allemagne, en Italie ou anarcho-syndicalistes en Espagne, c'est sans aucune commune mesure avec ce qu'on peut connaître aujourd'hui. Et donc la difficulté à ne pas seulement battre provisoirement le prolétariat, mais à réellement l'écraser, elle nécessite quelque chose, un type de pouvoir plus fort. Et la force du régime fasciste, c'est d'être le seul qui repose sur un mouvement de masse. La bourgeoisie, quand elle gouverne sous forme de démocratie, elle se contente d'un soutien totalement passif, d'une forme d'adhésion de la petite bourgeoisie et de pan du prolétariat. Si la bourgeoisie estime avoir besoin de recourir au fascisme, c'est pas pour rien, c'est parce qu'elle est en crise politique à un moment donné. C'est parce qu'elle n'a plus l'assurance de réussir à garder le pouvoir à moyen terme. Cette difficulté, elle est liée à la crise structurelle du capitalisme, c'est-à-dire... je ne vais pas rentrer dans les détails économiques, ça ferait perdre beaucoup de temps, mais pas forcément une crise ponctuelle, celles qui sont très visibles. Hein, ça a été le cas en Allemagne avec le nazisme et 29, mais ce n'est pas obligatoire, c'est vraiment lié aux contradictions internes qui sont à la base du capitalisme. Et le rôle du fascisme va également être, principalement, même je ne sais pas pourquoi je dis également, être de modifier par la force et la violence, hein, ça il y a un moment où il ne peut pas passer outre, les conditions de reproduction du capital, pour dire un peu grossièrement mais rapide, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles le capital continue à s'accumuler et les profits continuent à se faire pour le patronat. On peut s'intéresser, maintenant ça c'était sur le rôle, sur les conditions de l'essor du fascisme, son essor et le moment où il va pouvoir prendre le pouvoir d'État. Ça repose entièrement sur des questions de points d'équilibre dans les rapports de force entre les différentes classes sociales. Premier point, donc, c'est l'essor du fascisme au sein de la petite bourgeoisie. Pour comprendre quand est-ce que ça peut se produire, il faut se rappeler que la petite bourgeoisie, c'est une classe mineure qui est donc ballottée entre les deux classes majeures, qui généralement n'a pas d'expression propre, n'a pas d'organisation propre de la petite bourgeoisie. D'ailleurs, les premiers marxistes, et notamment Marx et Engels,
pensait que c'était impossible pour la petite bourgeoisie de s'organiser sur ses propres intérêts, sur ses propres moyens, en indépendance des autres classes. Et là, elle a trouvé un moyen, et c'est justement le fascisme. Donc, quand est-ce qu'elle va s'organiser sur ses propres bases et ses propres intérêts? C'est évidemment quand elle ne peut plus faire confiance dans les autres classes sociales pour défendre ses intérêts. Traditionnellement, sous un régime capitaliste, c'est la bourgeoisie qui est au pouvoir. La petite bourgeoisie, elle se range derrière les organisations de la grande bourgeoisie et de la bourgeoisie. Sauf que si à un moment elle a des doutes réels sur la capacité de la bourgeoisie à continuer à assurer ses intérêts, c'est notamment donc, quand la petite bourgeoisie elle est touchée par la crise économique, par les difficultés, mais aussi sur des questions qui peuvent paraître un peu plus suggestives, hein, mais comme la peur d'instabilité politique ou la peur de voir l'image de la nation qui peut être remise en cause, les notions un petit peu d'honneur, etc. Parce qu'on dit toujours que l'idéologie ne guide pas le monde, soit dit, ça joue quand même aussi, et pas que à la marge. Et le fascisme, à ce moment-là, doit croître aussi sur des sentiments d'humiliation et de victimisation. Donc, par contre, à l'inverse, il faut également que la balance ne soit pas totalement en train de pencher pour la classe ouvrière pour que se développe cette expression propre de la petite bourgeoisie. Sinon, la petite bourgeoisie peut se ranger derrière le prolétariat. Alors, c'est un peu grossier ce que je veux dire, mais c'est en partie ce qui s'est passé en Russie en 1917. Je dis en partie parce que c'est un cas un peu à part, vu que le capitalisme là-bas n'était pas dans un stade parfaitement mature encore. Donc c'est un petit peu différent, mais c'est quand même un petit peu ce qui s'est passé. Si le prolétariat n'est pas sur le point de prendre le pouvoir, évidemment, la petite bourgeoisie ne va pas se ranger derrière la classe opprimée, et donc c'est là qu'elle va réussir à trouver sa propre expression. Ensuite, ça, c'est donc l'émergence du fascisme. Le stade suivant, c'est de s'implanter en tant que mouvement de masse. Pour ça, comme la petite bourgeoisie, excusez-moi, elle est faible numériquement, il faut que le fascisme gagne à lui des pans entiers du prolétariat. Ce sont les pans, évidemment, les moins organisés, les moins conscientisés, les moins politisés, et souvent, à l'époque, en tout cas, on pourra en discuter dans le débat si c'est toujours le cas, mais c'était souvent surtout dans la jeunesse qu'il gagnait les mouvements fascistes. À quel moment ils peuvent y arriver? C'est évidemment quel moment les prolétaires vont être très nombreux, alors que c'était à l'époque très conscientisé et très organisé. Quel moment il faut être très nombreux à se ranger derrière la petite bourgeoisie? C'est au moment où ils ne sont pas dans l'espoir de réussir eux-mêmes à résoudre la crise du capitalisme. C'est-à-dire que la bourgeoisie, elle n'arrive pas à résoudre la crise du capitalisme en le sauvegardant, et eux, ils n'arrivent pas à la résoudre, le prolétariat n'arrive pas à résoudre cette crise en mettant fin au capitalisme par la révolution. C'est pour ça la formule assez célèbre de Trotsky sur le fascisme comme partie du désespoir contre-révolutionnaire, ça vient de là. Dernier stade, dans les conditions du fascisme, et ça y est, donc il a émergé au sein de la petite bourgeoisie, il a pris une ampleur de masse, il lui manque encore quand même un truc capital pour arriver au pouvoir, c'est s'attirer la confiance et devenir une option pour une partie majoritaire de la bourgeoisie. Là, les conditions, elles se jouent toujours sur les rapports de force. Si le mouvement ouvrier est extrêmement faible, donc s'il est très fort, le fascisme n'émerge même pas. S'il est extrêmement faible, la petite bourgeoisie n'a aucun intérêt à y recourir. Donc le fascisme pourra éventuellement se développer à la marge dans la petite bourgeoisie, mais il n'accédera pas au pouvoir. Il faut donc qu'il représente encore un danger. Alors, il représente un danger, mais pour autant, si la bourgeoisie elle recourt au fascisme, c'est pas parce que le communisme est sur le point de triompher. C'est vraiment parce que la crise politique, elle est interne à la bourgeoisie. C'est la bourgeoisie qui elle-même n'arrive plus à gouverner et à assurer des garanties suffisantes au patronat. Les études de Daniel Guérin là-dessus sont très éclairantes. Hein. Il a travaillé surtout sur l'Allemagne et sur l'Italie dans l'entre-deux-guerres. Et il montre très bien que le danger révolutionnaire immédiat, contrairement à ce qui a été affirmé par la suite, il était terminé. Le Bielorrusso, les 2 années rouges en Italie, période révolutionnaire très active, elles étaient terminées. En Allemagne, les révoltes, enfin même plus que des révoltes, les insurrections spartakistes, elles étaient battues. Les conseils ouvriers de Bavière, ils étaient démantelés, ils n'existaient plus. Donc la bourgeoisie avait réussi à battre le prolétariat provisoirement, et c'est pour ça qu'il y avait cette possibilité pour le fascisme de prendre son essor, mais elle n'avait pas réussi par contre à l'exterminer, à l'écraser durablement, et c'est aussi pour ça qu'elle en avait besoin. D'où la notion vraiment d'équilibre dans les rapports de force. Alors, ce qui peut paraître un petit peu abscon dans ce que j'ai dit là, c'est après tout pourquoi est-ce que la bourgeoisie ne va avoir recours au fascisme vraiment qu'en tout dernier recours? Pourquoi, après tout, elle pourrait, dès qu'elle a un petit peu tort, se dire bon, bah, bingo, on tente l'aventure?
Sauf qu'il y a deux inconvénients majeurs pour le fascisme. Le premier, je ne m'étendrai pas dessus parce que ça demanderait des développements assez longs et assez complexes, c'est le fait que, comme c'est un mouvement qui est en partie autonome de la bourgeoisie, qui est exogène en tout cas à la bourgeoisie, ça veut dire pour elle qu'elle doit renoncer à l'exercice direct du pouvoir de manière complète. Elle ne va pas abandonner le pouvoir, mais elle n'en aura plus le contrôle complet, y compris d'ailleurs les régimes fascistes ont fait par moments des choses qui étaient tout à fait contraires aux intérêts immédiats de la bourgeoisie. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième, et qui est peut-être la plus importante, c'est... Je vais faire une petite citation, là pour le coup, j'en ai pas fait énormément, mais parce que je ne le dirai pas plus simplement. Ernest Mandel, qui est un économiste belge trotskiste, qui en 69, c'était pour l'introduction de la réédition du livre de Trotsky, Comment vaincre le fascisme. Il a fait une introduction qui est restée assez marquante, et il disait « La montée d'un mouvement fasciste de masse est en quelque sorte une institutionnalisation de la guerre civile, où toutefois les deux parties ont objectivement une chance de l'emporter. C'est la raison pour laquelle la grande bourgeoisie ne soutient et ne finance de telles expériences que dans des conditions tout à fait particulières, anormales, car ces politiques de quitte ou double présentent indéniablement un risque de départ. Si les fascistes réussissent à balayer l'ennemi, c'est-à-dire la classe ouvrière organisée, à le paralyser, à le décourager, à le démoraliser, la victoire leur est assurée, leur au singulier, c'est la bourgeoisie, pas le fascisme. Si par contre le mouvement ouvrier réussit à repousser l'assaut et à prendre lui-même l'initiative, il infligera une défaite décisive non seulement au fascisme, mais aussi au capitalisme qu'il a engendré. Donc on comprend bien effectivement que c'est une prise de risque réelle de la part de la bourgeoisie, puisque le prolétariat est encore fort, même s'il est provisoirement battu, et qu'elle ne va avoir ce recours que si elle pense, même si on ne peut pas savoir si c'est vrai ou pas, mais qu'elle pense qu'elle n'a pas d'autre solution. Donc ça, c'est fini sur les éléments de définition du fascisme. Je vais rapidement quand même en arriver à quelques conclusions pratiques, parce que la théorie déconnectée de la pratique, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc, quelques conclusions pratiques qu'on peut en tirer sur l'antifascisme. Je vais en citer 4, il y en aurait plein d'autres, et peut-être qu'il y en a d'autres qui viendront dans le débat. Mais la première, c'est qu'il faut une activité antifasciste autonome, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter, pour espérer vaincre le fascisme, de mener le combat habituel contre la bourgeoisie, le combat anticapitaliste, communiste, socialiste, on l'appelle comme on veut, puisque le fascisme se développe notamment dans un premier temps de manière autonome de la bourgeoisie. La deuxième conclusion pratique, c'est comme l'essor réel du fascisme, il n'a pas lieu au moment, contrairement à ce qu'affirmaient les staliniens, où le communisme est sur le point de triompher. C'est un mauvais pari de faire le choix d'un isolationnisme totalement sectaire et révolutionnaire, en comptant que sur les forces les plus pures de la révolution pour vaincre le fascisme. Nous, on est dans un courant politique qui est bien antérieur au trotskisme, d'ailleurs, qui est aussi apparu dans les années 20, au tout début des années 20, de la théorie du front unique antifasciste, c'est-à-dire d'essayer de réaliser l'unité de l'ensemble de la classe ouvrière. Quand je dis ça, ce n'est pas uniquement des organisations ouvrières, mais bien de la classe, quitte à créer des outils exprès pour. Je parle d'unité, cependant, la troisième conclusion pratique qui s'impose, l'unité, oui, mais pas avec n'importe qui, et notamment pas l'unité avec la bourgeoisie. C'est pourtant quelque chose qui est extrêmement à la mode. Aujourd'hui, on parle très souvent de front républicain, de front démocratique aussi, on peut entendre parler. À une autre époque, on parlait des fronts populaires, ça revient toujours au même. La théorie, c'est de voir le prolétariat qui s'allie avec la frange la moins réactionnaire de la bourgeoisie contre le fascisme. Qui est très drôle d'ailleurs, c'est que cette théorie des fronts populaires, c'est les mêmes staliniens qui de 28 à 35 étaient donc dans leur théorie du social-fascisme, et tout le monde c'est des fachos sauf nous, qui dès 35 ont eu un tournant ultra brutal. En quelques semaines, tous les quotidiens de l'ensemble des pays où ils avaient des sections se sont mis à dire exactement l'inverse, qu'il fallait s'allier avec les partis de la bourgeoisie contre le fascisme. Je pense que c'est assez évident de pourquoi c'est un non-sens complet. Si on considère d'une part que la bourgeoisie, elle fera au final, si elle y est obligée, le choix du fascisme contre le prolétariat, c'est aussi un non-sens si on considère que le fascisme, il y trouve vraiment son envol le plus complet dans un moment de faiblesse de la bourgeoisie et un moment de crise de la bourgeoisie. C'est donc pas un allié le plus fiable qu'on puisse imaginer. Mais surtout, c'est une erreur stratégique, dans le sens où c'est là l'intérêt de la fin de la citation de Mordel de tout à l'heure, que j'aurais pu tronquer un peu plus tôt, mais que pour pouvoir vaincre durablement le fascisme, la classe ouvrière, le prolétariat, n'a qu'une seule solution, c'est de le vaincre sur ses propres intérêts par la révolution en renversant le capitalisme. Et donc on ne peut vaincre le fascisme que contre la bourgeoisie, absolument pas avec la bourgeoisie. La quatrième et dernière conclusion pratique que je voulais citer, c'est la nécessité d'anticipation, qui est évidemment très liée avec la première, celle d'une activité antifasciste autonome.
La nécessité d'anticipation, ça peut paraître évident vu d'aujourd'hui, mais c'est très loin d'avoir été toujours le cas. Hein. Les récits de Daniel Guérin, notamment dans son livre Fascisme et Grand Capital, qui a été publié en 1938, si je ne dis pas de bêtises, enfin, avant la Seconde Guerre mondiale en tout cas, sont vraiment très glaçants, parce qu'il explique qu'ils étaient vraiment une minorité de révolutionnaires en France et en Allemagne, alors que le fascisme avait déjà pris le pouvoir en Italie, mais avant la victoire des nazis, c'était vraiment très minoritaire à dire attention, il y a un danger fasciste aussi en France et en Allemagne. On leur rétorquait souvent, et je reviens à ce que je disais au tout début sur la théorie de rien n'est fasciste, c'est que des spécificités, on leur disait énormément, le fascisme en Italie, c'est lié à la culture italienne, c'est lié à l'histoire italienne, ça ne peut pas arriver ailleurs. Et également, l'argument qui était très souvent ressorti, c'est le mouvement ouvrier allemand et le mouvement ouvrier français sont les plus forts du monde, ce qui n'était pas entièrement faux par ailleurs à certains niveaux. Enfin, pour la France, j'ai des doutes. Mais, donc, le fascisme ne pourra pas vaincre. On a vu le résultat. Voilà, ça paraît logique quand on pense que le pari, il consistait en fin de compte à dire on va attendre que le fascisme soit aux portes du pouvoir, c'est-à-dire que ce soit déjà un mouvement de masse, qu'il ait déjà commencé à écraser physiquement de manière armée, puisqu'il y avait des milices fascistes dans tous les pays avant de sombrer dans le fascisme. Et on va attendre ça pour essayer de se dire peut-être qu'il y a un danger, on va créer nos petites ligues d'action antifascistes. C'est un petit peu tard, hélas. Le rapport de force, il est clairement défavorable à ce moment-là. Sur un petit lien avec la situation aujourd'hui, parce que on n'est pas là pour faire une réunion d'histoire, mais plutôt une réunion politique. Un premier élément, mais je pense que c'est évident pour tout le monde, l'histoire ne se répète jamais. Les conditions aujourd'hui, elles ne sont plus les mêmes que dans l'entre-deux-guerres. La composition des classes sociales n'est plus la même, l'organisation des sociétés n'est plus la même. On ne peut pas calquer le schéma exact de ce qui s'est passé à l'époque sur maintenant. Il est important de comprendre comment c'est passé pour comprendre ce qui peut se passer. Et d'ailleurs, on parle souvent, à l'oral c'est plus facile, du danger fasciste. Une analyse rigoureuse voudrait plutôt que l'on parle d'un danger post-fasciste, où certains camarades préfèrent le terme de néo-fascisme. Je ne vais pas rentrer dans des débats picrocholins sur la question, c'est pas très intéressant, mais je suis pas du tout sur la bonne page. Quelques questions qu'on pourrait se poser sur les liens avec la situation aujourd'hui, à laquelle je vais apporter que des éléments de réponse très incomplets pour laisser la place au débat ensuite. La première et la principale question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, pas seulement en France, mais notamment en France, est-ce qu'on est dans une période qui pourrait être favorable à l'avènement d'un type de régime post-fasciste ? Moi, personnellement, et c'est globalement l'avis de la très grande majorité des gens au NPA, c'est pas en criant toujours au loup et en hurlant toujours qu'on est en train de sombrer dans le fascisme, qu'on lutte efficacement contre le fascisme. Ça ne veut pas dire non plus se masquer la vérité. Il y a des signaux d'alarme qui sont inquiétants, enfin, comme tout signal d'alarme en soi. Quand on reprend un peu les conditions d'émergence du fascisme, la crise politique de la bourgeoisie, je crois qu'aujourd'hui elle est évidente. Si vous avez un doute, allez demander à un militant du Parti Socialiste, je pense qu'il sera bien payé pour vous le dire. Le rapport de force, un petit peu sur un point d'équilibre du prolétariat, c'est pareil, aujourd'hui, on a à la fois un prolétariat qui, sur des conditions objectives, est plus fort que jamais à l'échelle mondiale, mais même aujourd'hui en France, contrairement à ce qu'on entend souvent dire, il n'a jamais été aussi nombreux, il n'a jamais été aussi formé, donc jamais aussi productif, ce qui lui donne un poids, un pouvoir économique aussi réel. Et pourtant, en même temps, on est dans une situation qui paraît assez sombre si on regarde en termes de dégradation de la conscience de classe et d'état d'organisation de la classe ouvrière. Les organisations qui se réclament de la classe ouvrière, déjà, il n'y en a plus beaucoup et elles ne sont généralement pas dans un état très glorieux. Également, dans les signaux d'alarme, on peut citer la montée du nationalisme, la montée des peurs en règle générale et l'utilisation qui en est faite, pas que par des fascistes, par ailleurs, par à peu près toutes les franges de la politique. Une deuxième question qu'à mon avis on peut difficilement éluder, on parle de fascisme et notamment en France quand même, c'est la question du Front National. Est-ce que l'on considère aujourd'hui que le Front National est une organisation post-fasciste ou peut en devenir une ? Je ne vais pas répondre à la question. Il y a quelques éléments. Déjà, son origine, elle, est clairement fasciste, au Front National. Ça, c'est indéniable. C'est notamment créé par des gens membres de l'ALVF, les gens qui combattaient au sein de l'armée nazie contre le bolchevisme, des Français qui combattaient, avec les nazis, et des collaborationnistes notoires. Ils n'étaient pas forcément des fascistes, d'ailleurs, d'un point de vue de lecture de classe, mais ce n'est pas la question.
Le cœur social du FN, c'est un cœur social petit bourgeois. Je ne parle pas de son électorat, mais vraiment de ce qui fait sa force vive et surtout de ce qui fait son programme. Le programme du Front National, quand il en a un, c'est une autre question. Il est clairement anti-ouvrier. On entend souvent dire que c'est devenu une organisation de gauche, c'est totalement faux. Mais ce n'est pas non plus le programme rêvé du grand patronat et du MEDEF. C'est un programme qui s'attarde énormément sur les questions économiques et sociales. Je vous inviterai à regarder, on a un peu de documentation là-dessus, mais sur la question des entrepreneurs, des TPE. Alors je sais, quand il en a un, mais ça aussi c'est une autre similitude quand même que l'on peut faire entre le Front National et certains mouvements fascistes, notamment dans le deuxième stade de développement et d'ancrage dans les masses, c'est l'inconsistance idéologique et programmatique du Front National qui est terrible. Quand on s'amuse, et on est obligé de le faire régulièrement, à essayer d'analyser leur programme, déjà on trouve beaucoup de vides, beaucoup de formules creuses, et puis surtout ça change tout le temps. Le lendemain, ça peut être totalement changé. Alors quand ils actualisent pas assez vite sur Internet, c'est marrant parce que c'est encore marqué l'inverse de ce que leurs porte-parole ont dit à la télé, mais c'est quand même aussi une similitude qu'on ne peut pas négliger. Le peu de programme qu'il a, une constance pure dans le Front National, c'est pas quelque chose de spécifique au mouvement fasciste, mais c'est quelque chose qu'on retrouve dans les mouvements fascistes, c'est évidemment la préférence nationale qui de temps en temps est rebaptisée, mais le nationalisme ne disparaît jamais, 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 il n'est même jamais mis au second plan dans le discours du Front National si on regarde un peu entre les lignes. Donc, sans se prononcer sur la réponse de la vraie nature purement post-fasciste ou fascisante du Front National, ce que l'on considère au NPA pour se mettre d'accord, c'est en tout cas qu'il y a un danger potentiel qui serait dangereux de sous-estimer au niveau du Front National. Une autre question qui se pose souvent dans la situation actuelle, c'est la question des groupuscules de l'extrême droite de rue, dont on a un peu parlé informellement avant. Est-ce qu'il faut prendre en compte ces groupuscules? Est-ce qu'il faut consacrer du temps et de l'énergie à ces groupuscules? On a souvent des gens qui nous disent vous perdez du temps sur des gens qui ne pèsent rien, ils sont 100 et ils ne sont pas sur le point de prendre le pouvoir. Ça, je le confirme, je ne crois pas que ces groupuscules vont prendre le pouvoir demain. Sauf qu'à mon avis, on peut considérer qu'il n'y a pas besoin d'être au pouvoir pour être dangereux quand on est fasciste. Aujourd'hui, ces groupuscules que la presse à sensation maintenant a rebaptisé ultra-droite, ça me fait beaucoup rire, parce que l'extrême droite apparemment ne se fait pas assez peur. Mais c'est des ratonnades au quotidien dont on n'entend pas parler, dont c'est difficile d'ailleurs d'entendre parler, puisque c'est pour beaucoup des gens qui n'ont aucun lien avec le milieu militant. C'est un peu moins quotidien, mais de manière quand même très régulière, des agressions de militants. Encore il y a 2 semaines à Lyon, en sortie de manif, des militants de la CGA qui ont été agressés par des fachos. Et puis à l'occasion, mais des occasions qui hélas ne sont pas si rares que ça, ce sont des meurtres. Rien qu'en France, qui n'est pourtant pas le pays le plus touché par les meurtres d'extrême droite, ces dernières années, on a quand même eu le cas plus connu de Clément Méric, le cas des 5 cadavres retrouvés dans la Deule à Lille, dont au moins un à coup sûr est imputable au JNR et probablement l'ensemble des 5, même si la lumière n'est pas encore faite là-dessus. Et si on s'amuse à remonter un petit peu plus loin, les cas de Brahim Bouharam, Ibrahim Ali, James Dadjoyal au Havre, Comminges dans l'Isère, on arrive, je crois, des derniers comptes, était à une 12aine de meurtres clairement imputés à l'extrême droite, plus ceux où on n'a pas forcément tous les éléments, parce que des fois on retrouve, notamment en effet, quand c'est pas un militant, mais plus une personne racisée qu'on retrouve qui est morte dans le coma, on ne sait pas forcément par qui il a été tué. Ça me semble une raison, à mon avis, suffisante pour s'en inquiéter de ces groupes-là, mais c'est pas quelque chose qui est partagé par tout le monde, et y compris même au sein du NPA, ça existe des gens qui nous disent on n'a pas de temps à perdre avec ça. Surtout, un dernier truc, et je finis là-dessus, qu'il ne faut pas oublier à mon avis, quand on parle de groupuscule, c'est que le groupuscule, c'est pas dans l'essence d'un groupe, c'est pas forcément définitif, ça peut même changer très très rapidement. Sans dire que dans un mois, ils peuvent prendre le pouvoir, cela dit, ils peuvent prendre un poids qui sera surmultiplié. L'exemple le plus criant, c'est en Grèce, l'Aube dorée. Pendant des années, l'Aube dorée, c'était à tout casser 200 personnes qui en plus tenaient autant du groupuscule politique néo-nazi et autant de la bande de voyous très mêlés à la petite délinquance, des groupes de motards, qui ne pesaient rien dans la société. Et d'un coup, avec l'explosion de la crise grecque, ils sont quand même retrouvés à 15% sur des élections nationales, avec la majorité absolue sur certaines élections locales, enfin sur certains bureaux de vote, pas sur des élections locales, et surtout un poids prépondérant dans des secteurs un peu clés quand même, que sont la police et l'armée.